On va faire une petite prière pour évoquer l'assistance de Dieu, notre Père, et des bons esprits qui sont ses ministres, pour ce petit travail d'étude auquel nous nous proposons aujourd'hui, pour étudier ces lois morales qui sont en fait les lois qui gouvernent le monde spirituel, avec une influence constante sur le monde matériel. Que nous puissions maintenir élevés nos pensées, nos sentiments, pour rester en syntonie avec ces esprits de lumière, et ainsi capter leur douce et salutaire influence, qui nous aideront à surmonter les difficultés naturelles de la vie et à réaliser ce travail de réforme morale, de devenir meilleur, de nous débarrasser d'un peu plus d'égoïsme et d'orgueil pour les transformer dans les vertus inverses qui sont l'humilité et la charité et l'amour du prochain. Et que ces études puissent également être bénéfiques pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, sur lesquels nous appelons également la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, donc la semaine dernière, nous avons démarré avec la loi d'égalité, égalité naturelle et inégalité des aptitudes. Je pense que vous avez bien compris le fond de cette loi d'égalité, que tout le monde est égal devant Dieu, mais les esprits étant créés en permanence, il y en a certains qui, par leur travail, leurs efforts, ont avancé plus que d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une inégalité des aptitudes, que ce soit des aptitudes intellectuelles, que ce soit des aptitudes artistiques, que ce soit aussi au niveau de l'évolution morale. Il y en a qui ont plus avancé que d'autres. Et donc, c'est ça qui explique que sur la Terre, il y a un mélange d'esprits à différents niveaux d'évolution. Et c'est justement donc ceux qui ont acquis certaines aptitudes qui sont là pour aider et assister ceux qui ne les ont, qui doivent encore les acquérir. Voilà. Et c'est donc par cette vie en commun et ce partage que se réalise cette loi de société qui nous permet d'avancer. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va voir plus en détail les inégalités sociales et notamment l'égalité de droit entre l'homme et la femme. Alors, vous savez certainement que ce sont des questions qui sont pas mal débattues, un petit peu moins maintenant, puisque c'est, entre guillemets, doucement rentré dans les mœurs. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Voilà. Et donc, au niveau, en tout cas, de l'égalité des hommes et de la femme, encore, c'est pas dans tous les pays. Il y a des pays dans lesquels, notamment ceux de confession musulmane, où c'est pas encore tout à fait le cas. Mais bon, on voit à chaque fois des petits progrès qui donnent des signes que ça avance dans le bon sens. Voilà. Alors maintenant, bon, il y a aussi la question des inégalités sociales. Donc les inégalités sociales, c'est un fait. Au sein d'une même société, il y a des inégalités. Et donc, la question, c'est d'où viennent ces inégalités sociales, hein. Et Kardec avait posé cette question, clairement, question 806 aux esprits. D'où viennent ces inégalités sociales? Ben, elles ne viennent pas de Dieu. Les inégalités sociales, l'inégalité des conditions sociales, ce n'est pas une loi de nature, c'est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. D'accord? Et donc, là, vous voyez déjà la réponse à cette première question. Donc, les inégalités sociales sont la conséquence de lois humaines qui ne sont pas encore alignées sur les lois divines, qui ne suivent pas ce même degré de justice, et donc qui sont même parfois gouvernés par de l'égoïsme, par des privilèges que certains souhaitent maintenir, etc. Et donc, ce sont des choses qui sont appelées, vouées à se corriger avec le temps. Voilà. Et donc, en complément de cette réponse des esprits,
ils disent que effectivement ces inégalités sociales disparaîtront disparaîtront avec la prédominance de l'orgueil et de l'égoïsme. Donc c'est l'orgueil et l'égoïsme qui sont la cause de ces inégalités sociales. Au fur et à mesure que cet orgueil et cet égoïsme disparaîtront, les inégalités sociales disparaîtront également. Hein. Bon, il y a encore du chemin à faire, hein, mais bon, moi je suis confiant parce que on voit tous les jours des questions qui sont posées, des prises de conscience qui se font dans ce sens, hein. Même si il y a encore évidemment beaucoup de résistance et tout, c'est toujours une question de lutte entre les idées, de lutte entre ces générations d'esprits qui sont incarnées sur la Terre et auxquelles nous faisons partie, hein. Donc, pour travailler à justement faire de sorte que ces inégalités sociales se réduisent et voire disparaissent, quoi. Et donc, lorsque les inégalités sociales auront disparu, il restera quand même les inégalités qu'on a vues la dernière fois, c'est-à-dire celles qui découlent de l'inégalité des aptitudes. Et ici, ils appellent ça l'inégalité du mérite, hein. C'est celui qui travaille plus, celui qui travaille moins. Donc, vous voyez, on dit toujours que l'évolution se fait suivant nos propres efforts. Effectivement, celui qui fait plus d'efforts, il évoluera plus vite que celui qui fait moins d'efforts, hein. Et donc, on voit que, alors c'est une sorte de méritocratie, si on veut, hein. Mais c'est la méritocratie justement dans le travail, dans les efforts, dans l'apprentissage et dans la réforme morale. Voilà. Et donc il continue en disant, un jour viendra où les membres de la grande famille des enfants des dieux ne se regarderont plus comme de sang plus ou moins pur. Alors ça c'est effectivement parfois encore le cas aujourd'hui, mais là encore de plus en plus rarement, heureusement, hein. Il n'y a que l'esprit qui est plus ou moins pur. Donc, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'esprit. Voyez. Et cela ne dépend pas de la position sociale. Et là aussi, c'est une grande vérité, hein. Vous avez des esprits incarnés dans des conditions pauvres et misérables qui sont en fait des esprits très évolués, qui sont incarnés, alors que vous avez des gens qui sont sur Terre dans une condition sociale très élevée, mais qui ne sont pas franchement des esprits très évolués, hein. Donc, vous voyez que la hiérarchie, entre guillemets, au niveau du monde des esprits, hein, donc qu'on appelle aussi le niveau d'évolution, hein, le niveau d'évolution qui se mesure, je le rappelle, en deux critères, hein, l'évolution intellectuelle, c'est le savoir, et l'évolution morale qui est la sagesse, hein. C'est quelque chose qui fait justement partie de cette loi naturelle, alors qu'au niveau des positions sociales sur Terre, on suit pas du tout le même critère, hein. Et quand vous lisez, par exemple, Le ciel et l'enfer de Kardec, dans la deuxième partie, où vous avez des communications des esprits de diverses conditions, eh ben, vous voyez des esprits de scientifiques de renom qui, en fait, se retrouvent en difficulté dans l'au-delà, hein, parce qu'ils étaient justement dominés par leur orgueil. Des esprits notamment d'une reine, hein, il y a la reine d'Oud, hein, qui s'était communiquée, qui se trouve dans une condition même extrêmement difficile de l'autre côté, hein, qui ne comprend pas pourquoi tout le monde est plus à sa botte comme avant, quoi. Et d'un autre côté, vous avez des esprits de personnes qui étaient des mendiants ou dans des conditions sociales vraiment très basses et qui en fait se révèlent être des esprits élevés qui ont choisi ces épreuves pour parfaire leur évolution. Voilà. Donc, ces inégalités sociales, vous voyez, tout ça, ça va dans ce sens de confirmer que c'est bien la création de l'homme et c'est pas une loi de nature. D'accord? Hein. Le mal sur la terre n'est pas une création de Dieu. Le mal sur la terre est causé par l'homme en vertu justement du fait que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre et donc, par définition, la liberté de choisir entre le bien et le mal.
Et c'est ça qui fait que le mal existe sur la terre. Voilà, le mal n'est pas une création divine. Et quand on se pose des fois la question, après des guerres ou enfin, des choses, le mal exacerbé qui s'est produit à un moment donné, on se dit, mais pourquoi Dieu il laisse faire? Si Dieu existait, il ne laisserait pas faire. Ben, tout ça, ce sont des questions qui sont un peu... c'est pas les bonnes questions, hein, parce que les bonnes questions, à partir du moment où on comprend que le mal, c'est pas une création de Dieu, c'est une création de l'homme. Et Dieu, ben, il laisse faire, puisqu'il a donné le libre arbitre à l'homme, évidemment. Sinon, l'homme ne serait pas libre, on n'aurait pas ce libre arbitre. Et on voit aussi avec le recul que ces grandes calamités, donc que ce soit celles créées par l'homme, hein, comme on avait vu dans la destruction abusive, et ou que ce soit celles qui font partie de la destruction naturelle, hein, dans le cas d'autres cataclysmes, tremblements de terre, voire même ce virus dans une certaine mesure, hein, quoique on n'est pas à 100% sûr de son origine. Hein. Son origine, c'est quand même quelque part, suivant les différentes hypothèses, suite à une imprudence de l'homme, quoi. Hein. Mais la majorité des gens qui souffrent de ce virus, effectivement, on est tous là, on peut tous l'attraper. Donc c'est quelque chose qui est, entre guillemets, indépendant de notre volonté. Mais on sait que toutes ces épreuves, en fait, elles apportent quelque chose. Elles nous poussent à réfléchir, elles nous poussent justement à nous poser les bonnes questions et à avancer donc dans cette évolution sur ces critères moraux et aussi sur ces critères sociaux, hein, parce qu'on se rend compte que, eh ben, dans ces cas-là, comment c'est important d'avoir, comment dire, une assistance sociale au niveau de la santé qui soit bonne, hein, qui permette justement aux gens d'avoir accès aux soins. Et ça, je pense que ce sera quelque chose qu'on pourra voir assez clairement. Alors pour l'instant, on n'y voit pas trop parce que les statistiques sont encore un peu limitées. Mais je pense qu'avec le recul, on verra clairement, en fonction du nombre de malades de Covid, ceux qui ont été les mieux ou les moins bien soignés. Et là, clairement, ben, ils étaient moins bien soignés. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas accès, hein, comme en France, les personnes de plus de 80 ans, hein, qui n'ont pas accès à la réanimation, enfin qui n'avaient pas dans la période de pointe. Et aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, voire le Brésil, hein, où vous avez beaucoup de gens pauvres qui n'ont même pas accès au système de santé. Et ça, ce seront des éléments qui seront extrêmement importants justement pour que nous puissions réfléchir en nous disant, ben voilà, tous ces systèmes de sécurité sociale, hein, comme on l'appelle en France, donc de protection au niveau de la santé, voilà ce que ça peut apporter dans un épisode comme celui qu'on vient de vivre. Hein, à condition que, bien sûr, l'être humain en tire les leçons. Et puis, encore une fois, les dirigeants n'auront pas forcément toujours intérêt à montrer ça, mais si le peuple le demande, ça se fera. Voilà. Donc c'est à nous de faire entendre nos voix et puis de dire, voilà, apprenons de l'épisode et faisons ce qu'il faut pour que la prochaine fois ou quand il y aura quelque chose d'équivalent, nous soyons mieux préparés et que ça fera moins de victimes. Voilà. C'est comme ça que l'évolution du social se fait dans le monde. Voilà. Après, vous avez deux questions aussi au sujet de l'homme et de la femme. Voilà. Et donc, c'était à l'époque de Kardec, hein, il y avait des différences. Hein. Les garçons allaient à l'école, mais pas les filles. On en était encore là, quoi. Hein. Euh, et puis, le droit de vote de la femme en France, je ne sais plus exactement quand c'était, mais c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Vous voyez, c'est des choses qui sont venues avec le temps. Aujourd'hui, ça paraît normal et naturel, mais à l'époque, c'était loin de l'être. Et pourtant, hein, quand Kardec a demandé aux esprits la question 817, l'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu et ont-ils les mêmes droits? La réponse des esprits, comme vous pouvez le voir, elle est franche, péremptoire et directe. Dieu n'a-t-il pas donné à tous deux l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser? Donc la réponse est clairement oui. Hein. Voilà.
Et donc, il continue dans la question 822, en disant « Tout privilège accordé à l'un ou à l'autre, à l'homme ou à la femme, est contraire à la justice. L'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation. Puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport. Et par conséquent, ils doivent jouir des mêmes droits. » Donc ça aussi, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais les esprits n'ont pas de genre. Ils ont une tendance psychique, masculine ou féminine, mais les mêmes esprits peuvent très bien se réincarner en homme ou en femme. Donc, de ce côté-là, vous voyez, ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent dans des corps d'hommes ou dans des corps de femmes. Donc, on voit que du point de vue de l'esprit, du point de vue spirituel, il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà. La différence, elle se fait uniquement au niveau du corps, au niveau pour la loi de reproduction, etc. Voilà. Mais pas au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est absolument le même. Donc ça, c'est vraiment l'argument massu que Kardec avait apporté. Vous voyez, dès le livre des esprits, en 1857, ou voire la deuxième révision en 1860, où donc le spiritisme disait clairement, militait clairement déjà pour l'égalité de l'homme et de la femme. Et donc, quand vous regardez dans l'histoire du mouvement féministe, donc de toutes les personnes qui ont lutté pour rétablir cette égalité entre l'homme et la femme, les premiers s'inspiraient largement des idées spirites. Le spiritisme a énormément contribué à cette égalité entre l'homme et la femme pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Voilà. Alors, on pourrait citer des noms. Je crois que, on vient d'imprimer une nouvelle biographie, Jean-Pierre, sur Alan Kardec, là, elle vient d'arriver. Et donc, dans ce livre-là, il y a une de nos sœurs là, de la Fédération Fils Spirit française qui a écrit un chapitre rien que sur ce sujet, les femmes dans le spiritisme. Et puis même Léon Denis, quand il parle aussi du sujet, l'homme et la femme, et il disait toujours que les femmes qui ont plus de sensibilité et tout ça, en fait, la majorité des médiums à l'époque, c'était des femmes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais on n'a pas fait de statistiques, mais insistant donc justement sur ce rôle très important qui est joué par la femme et sur cette égalité donc entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est clair à ce stade ou est-ce que vous avez des questions? Je pourrais uniquement rajouter une petite chose. Oui, bien sûr. Johanna de Angelis, et comme elle était aussi, quand elle était incarnée comme Johanna de Cusa, c'est un esprit qui a débattu beaucoup sur la légalité des femmes. Absolument. Tout son parcours, sa histoire, les droits légaux entre l'homme et les femmes. Oui, et donc moi j'ai eu le bonheur quand on était au Mexique, alors je réfléchis, c'était quand? C'était en octobre, je réfléchis, 2019, c'était en octobre l'année dernière? Oui, c'est ça. Ah ben oui, oui, c'est vrai, c'était il y a à peu près 6 mois. Donc j'ai pu visiter justement là où elle est née, là où elle a habité, la ferme où elle a travaillé, donc Juana Inés de la Cruz, elle s'appelait. Et donc c'est un personnage qui est extrêmement connu et respecté au Mexique. Vous l'avez, par exemple, son effigie, elle est sur les billets de 200 pesos mexicains. Donc vous voyez à quel point elle était connue. Et donc, effectivement, c'était une activiste féministe. Alors, je ne me rappelle plus à 100% si c'était au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et donc, qui a énormément travaillé aussi dans le sens de l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. Et c'est donc celle qui signe Johanna de Angelis, donc l'esprit qui a assisté Divaldo Pereira Franco dans cette incarnation.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Alors, bon, on va continuer. Rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, voilà. Les inégalités sociales. Alors, vous avez un premier texte là, donc c'est la référence numéro 10, vous voyez sur mon écran là? Hein? Oui. Donc, quand vous voyez une référence comme ça, si vous descendez en bas, vous verrez d'où ça vient. Voilà. Et donc, la référence numéro 10, c'est extrait du livre de Léon Denis, Après la mort, hein, qu'on est en train d'ailleurs de réimprimer en ce moment. Donc, on est en train de faire essayer de trouver un design pour la couverture. Si jamais quelqu'un d'entre vous a des idées, elles seront les bienvenues. Et donc, on va réimprimer maintenant les livres de Léon Denis qui sont vraiment excellents et qui traitent de différentes questions, dont justement celle-ci. Parce que Léon Denis, il était très sensible à cette question sociale, hein, vous savez, parce qu'il a même écrit un livre Socialisme et spiritisme, hein, donc, dans lequel il a développé toutes ces idées dont les bases avaient déjà été posées par Allan Kardec, quoi. Alors, on va le lire, hein. Donc, les questions sociales préoccupent vivement notre époque. Donc, ça, il l'a écrit après la mort. La première édition, c'était 1891, me semble-t-il. Et la dernière, 1924. Donc, vous voyez. Et quand on regarde aujourd'hui, eh ben, on est presque 100 ans plus tard, ben, c'est toujours pareil, hein. Les questions sociales préoccupent toujours vivement notre époque. On s'est aperçu que les progrès de la civilisation, l'accroissement énorme de la puissance productive et de la richesse, le développement de l'instruction n'ont pu éteindre le paupérisme ni guérir les maux du plus grand nombre. Donc, on en est plus ou moins encore toujours là, hein. Alors, il y a des pays dans lesquels la pauvreté se réduit quand même de façon significative, mais quand on regarde à l'échelle mondiale, il y a encore énormément de travail à faire, hein. Et pourtant, il y a une puissance productive qui génère énormément de richesses et donc qui n'est pas partagée comme il se doit, hein. Si cette richesse était partagée de manière un peu plus équitable, hein, ces inégalités sociales, il y a largement de quoi les supprimer, hein. On dit toujours, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais un pourcentage très faible de ce qui est investi annuellement dans l'armement, par exemple, suffirait largement pour donner à manger à tous ceux qui n'ont pas assez à manger, hein. Donc, c'est uniquement une question de volonté. Voilà. Et donc, si on continue, pourtant, les sentiments généreux et humanitaires ne sont pas éteints, hein. Au cœur des foules couvent d'instinctives aspirations vers la justice, comme le sentiment vague d'une société meilleure. On comprend généralement qu'une répartition plus équitable des biens de la vie est nécessaire. De là, 1000 théories, 1000 systèmes divers tendant à améliorer la situation des classes pauvres, à assurer à chacun au moins le strict nécessaire. Donc, vous voyez, il dit 1000 systèmes, 1000 théories, c'est peut-être un peu exagéré, mais effectivement, il y en a beaucoup, il y en a toujours aujourd'hui. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent, hein. Et donc, il explique dans la suite pourquoi, hein. Donc, l'application de ces systèmes exige de la part des uns beaucoup de patience et d'habileté, de la part des autres un esprit d'abnégation qui se fait souvent défaut. Voyez? Au lieu de cette mutuelle bienveillance qui, en rapprochant les hommes, leur permettrait d'étudier en commun et de résoudre les plus graves problèmes, c'est avec violence et la menace à la bouche que le prolétaire réclame sa place au banquet social. C'est avec aigreur que le riche se confine dans son égoïsme et refuse d'abandonner aux affamés les moindres bribes de sa fortune. Aussi le fossé se creuse et les malentendus, les convoitises, les haines s'accumulent de jour en jour. Alors, encore une fois, il a écrit ça, la dernière révision, c'était en 1922 ou 23, donc c'était entre les deux guerres.
Entre-temps, donc, quand il parle de la violence et tout, ben, il y en a eu d'autres, hein, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et puis de tous les autres conflits qui ont eu lieu dans le monde. Et à votre avis, tout ce qu'il écrit là, on en est où aujourd'hui? On a un peu évolué quand même, hein? Oui, Non, moi je pardon? crois pas. Je crois que on est retourné encore plus en arrière qu'avant. Ouais, bah c'est Ouais. effectivement, on peut parfois on peut le percevoir comme ça parce que Et parce que on a l'impression que ça s'est amélioré, mais quand tu regardes vraiment en profondeur, il y a des choses qui se passent qui sont terribles. Par exemple, le coronavirus, je crains fort que ce ne soit pas un accident. oui, ben, Je pense effectivement. qu'il y aura des poursuites qui vont se faire. Il y a déjà le président des États-Unis qui, selon ses services secrets, pense que c'est un coup monté des Chinois pour pouvoir acheter des actions de son pays. Et il a bloqué tout ça. Il ne le fait pas. C'est quand même le premier, le personnage le plus puissant du monde. Donc, si ça vient de sa bouche, même si c'est Donald Trump, on peut le regretter, mais quand même, malgré tout, il y a quand même une petite part de vérité qui doit sortir de tout ça. Et moi, je ne Alors, pense pas qu'on se soit amélioré. C'est triste à dire, mais je pense qu'on a reculé. Par rapport, par exemple, au temps de Jésus, où quand on lit Jésus, on voyait quand même, par exemple, la charité se faire. Les gens recevaient chez les pèlerins pendant la Pâque, chez eux. Ils accueillaient. Où on voit ça de nos jours? Nulle part. Les gens sont refermés sur eux-mêmes, ils sont égoïstes et voilà. Et ils vivent dans la peur. alors, Bon, effectivement, Charles, je voudrais quand même oui, ça intervenir, là, s'il te plaît, j'ai le je plaisir t'en de vous prie. rejoindre ce matin. Bon, moi, je crois ces phrases viennent en écho à ce qu'on lisait hier, hein, l'étude spécifique du livre après la mort. Oui, Quand on lit ça, il faut changer d'échelle de lecture quand même. Du temps de Jésus, les gens mouraient avant 30 ans. On n'hésitait pas à tuer son prochain pour lui voler sa vache ou sa femme. Les choses changent, l'espérance de vie grandit, les meurtres, les assassinats, les sales coups, pour être trivial, diminuent fortement. Donc effectivement, aujourd'hui, on vit une époque où il y a le corona, il y a un système économique très dur qui tend à réappauvrir les gens, mais globalement, on va vers le meilleur. Il faut quand même le voir. alors l'évolution, effectivement, elle se fait. Celle-là, elle est inéluctable. Quand on lit, ben, il suffit de lire la littérature de Zola, hein, de la fin du 19e, voire même à l'époque de Léon Denis, 1920, les conditions ouvrières, elles étaient beaucoup, beaucoup plus rudes, beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Les ouvriers travaillaient, alors je ne veux pas compter le nombre d'heures par semaine, mais c'était beaucoup plus que les 35 ou les 39 qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que les inégalités n'ont pas complètement disparu, hein, et les raisons, mais elles se sont effectivement quand même énormément réduites, hein. Et ce qui peut parfois nous donner cette impression, donc, qui a bien été exprimée par Michel, de se dire, mais on voit des choses qui sont abominables, c'est qu'effectivement, mais c'est parce que on a cet accès à l'information. Il y avait des choses certainement du même acabit et beaucoup plus à l'époque, sauf que ça se savait pas. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, hein. Et effectivement, que ce soit un accident de laboratoire volontaire ou involontaire, ou que ce soit l'imprudence liée aux habitudes d'alimentation animale avec les pangolins et tout en Chine. Bon, je pense que là, on le saura probablement, il y aura des débats pendant très très longtemps là-dessus, hein, mais il faut quand même voir que ben, la Chine, ça a été la première victime de ce virus, hein, puisque c'est là-bas où il y a eu les premiers malades, les premiers décès, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on se rend compte qu'en Chine, il y en a finalement beaucoup moins que dans plein d'autres pays, hein, au niveau des décès et tout ça. Après, ben, est-ce que les statistiques sont vraiment justes ou pas? Bon, je pense qu'on le saura avec le temps. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a tellement de projecteurs qui exacerbent ces choses qui sont encore mauvaises. Et d'un côté, c'est quelque chose d'effrayant. De l'autre côté, c'est quelque chose qui est quand même positif parce que
ça aide à cette prise de conscience pour dire, bon, on dit toujours, hein, c'est le 80-20. Hein. 80% d'un problème est très vite réglé, et c'est les 20 derniers pourcents qui nous donnent le plus de soucis. Et quand on est dans ces 20 derniers pourcents, on oublie les 80% qu'on a réussi à régler facilement et on se focalise sur ces 20% qui restent. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu ça qui se passe. Hein, c'est que on met tellement de projecteurs sur les choses négatives, sur la moindre dérapage verbal des hommes politiques, de la moindre perte de patience, on montre pratiquement plus que ça, quoi. Et quelque part, ces projecteurs qui sont mis sur ces choses négatives, hein, qui donnent de l'audimat et tout, occultent beaucoup d'autres choses qui sont très positives et qui se réalisent tous les jours. Donc, effectivement, l'évolution se fait. On peut avoir il y a encore énormément de boulot à faire. Donc, si on se focalise effectivement sur ce qui reste à faire, ça peut nous donner cette vision que l'évolution, qu'on a reculé. Mais en fait, non. Il y a quand même eu, comme ça l'a dit, beaucoup de progrès qui ont été faits dans énormément de domaines. On parle ici de l'égalité de l'homme et de la femme. Hein. Il y a là aussi, hein, au moins maintenant, il y a même des lois qui vont dans le sens d'avoir l'égalité de nombre dans les municipalités, un peu partout, hein, au niveau des directions des entreprises, même s'il reste encore des différences, avec le temps, quand même, elles se réduisent. Voilà. Et alors qu'il y a encore 50 ans de cela, ou même 100 ans de cela, on en était encore très loin. Donc on peut voir qu'on a quand même avancé. Hein. Mais là encore, si on veut, pour faire ces 20% qui restent, Léon Denis nous explique très bien ce qui se passe. Voyez, c'est la violence, hein, à la bouche du prolétaire. Donc ils sont plus ou moins obligés d'en arriver à cette violence, du moins d'après ce qu'ils disent, pour arriver à leur fin. Et aussi l'aigreur des autres. Donc, vous voyez, c'est quoi qui motive tout ça? Ben, il l'écrit aussi, ouais, c'est l'égoïsme de l'être humain. Donc, c'est encore cet orgueil et cet égoïsme dont on parle tout le temps, qui est effectivement la cause de toutes ces inégalités sociales et de toutes ces misères qu'on peut voir. Et c'est en travaillant sur ces deux plaies de l'humanité, hein, l'égoïsme et l'orgueil, que petit à petit l'évolution se fera et que donc il n'y aura pas besoin d'un 1001e système. Les inégalités sociales se résolveront naturellement à partir du moment où il y aura plus de charité, il y aura plus d'humilité, il y aura plus d'amour du prochain. Et on y arrive. On y arrive parce que je vous ai certainement déjà montré l'image de Jésus, hein, où il disait que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur, hein, quand il lavait les pieds de ses apôtres. Ben, aujourd'hui, ce genre de pratique est de plus en plus reconnu, même au sein des entreprises commerciales. Hein. Un bon leader, un bon dirigeant d'un groupe, c'est celui qui est avec ses troupes et qui va se bagarrer avec eux. C'est pas celui qui est sur un piédestal, hein, pour donner des ordres, pour résoudre un problème. Non, c'est celui qui est avec ses troupes pour les aider en temps réel à résoudre le problème. Et donc, ces notions d'humilité viennent de plus en plus. Les notions d'empathie, ces notions qui sont maintenant de plus en plus reconnues, même dans les milieux de business et de management. Hein. On parle de quotient intellectuel, mais on parle aussi de quotient émotionnel. Hein. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que le quotient émotionnel, c'est plus important que le quotient intellectuel. Quelqu'un qui a un QI élevé et un QE bas, hein, n'arrivera pas, il apportera pas grand-chose à l'entreprise. Hein. Par contre, celui qui a un QE élevé, même si le QI n'est pas très élevé, il apportera plus de choses. Et ça, ce sont Alors évidemment, après, l'idéal, c'est celui qui a le QI élevé et le QE élevé. C'est celui qui utilise son intelligence pour faire le bien. Hein. Et c'est ceux-là qui, effectivement, sont les perles rares
c'est les esprits évolués, c'est ceux qui doivent diriger, c'est ceux qui devraient diriger notre monde de plus en plus. Et à partir de là, eh ben, ils utiliseront leur intelligence, pas pour leur profit personnel, mais pour le bien général, le bien collectif, le bien de la société. Et donc, vous voyez comment ces choses-là, maintenant, commencent déjà à être prises en compte. Et alors que quand j'étais plus jeune, hein, il y a quelques décennies, ben, ce n'était pas du tout le cas. Hein, le dirigeant qui était là, qui donnait ses ordres, qui faisait les procédures, tout le monde qui marchait au pas derrière, c'est plus comme ça que ça marche. Hein. Rien que pour motiver les membres d'une équipe, c'est pas en recevant des ordres qu'on les motive. Faut y aller avec eux, discuter, demander leur avis, leur faire comprendre pourquoi on leur demande quelque chose. Et c'est ça qui motive les gens hein, dans le travail au sein d'une équipe. Hein. Et voilà ce vers quoi, tout doucement, on tend. Alors, encore une fois, je vous dis, ça mettra encore quelques générations et quelques siècles, mais c'est sûr, on y va. Hein. On y va. Voilà. Parce que là, Léon Denis, c'est vrai, il dit aussi le fossé se creuse. Donc, ça donne aussi comment dire, une sensation qu'on ne va pas en avant, mais qu'on va en arrière. Hein. Au lieu d'aplanir, on creuse. Hein. Mais il faut en arriver parfois à certaines situations extrêmes, il faut en arriver à des crises pour que la prise de conscience et le progrès se fassent. Voilà. Ce serait bien si le progrès il avançait de façon continue, hein, mais Jésus déjà disait il faut qu'il y ait des scandales qui arrivent, hein, il faut qu'on ait ces choses d'injustice manifeste qui se produisent pour qu'on dise attendez, stop, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer les choses. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit on avance. Et alors, si on continue, alors là, c'est la référence numéro... Oula, elle est longue, celle-là. Hein. Alors, je cherche la référence numéro 11. Alors, on va voir d'où ça vient. Ah bah, c'est toujours encore Léon Denis. Vous voyez, là, ils se sont vraiment largement inspirés de Léon Denis, toujours dans ce même livre Après la mort, parce que c'est lui qui avait vraiment pris beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ces questions. Hein. Et donc, ce qu'il avait écrit, c'est quand même encore d'une brûlante actualité. Et c'est pour ça qu'on travaille justement à la réédition de ces livres. Chico Xavier, c'est bien, Kardec, c'est bien, mais Léon Denis, pour la France, et même pour le monde, c'est extrêmement important également. Et donc, il nous dit, la cause du mal et le remède ne sont pas où on les cherche le plus souvent. C'est en vain qu'on s'évertue à créer des combinaisons ingénieuses. Les systèmes succèdent aux systèmes, les institutions font place aux institutions, mais l'homme reste malheureux parce qu'il reste mauvais. Voyez ? La crise du mal est en nous, dans nos passions, dans nos erreurs. C'est cela ce qu'il faut changer. Pour améliorer la société, il faut améliorer l'individu. Voyez ? C'est clair, net et direct. Pour cela, la connaissance des lois supérieures de progrès et de solidarité, la révélation de notre nature et de nos destinées sont nécessaires, et ces connaissances, la philosophie des esprits peut seule les donner. Et oui, c'est ce que je répète inlassablement, hein, c'est connaître ces lois supérieures du progrès, donc c'est les lois d'évolution, c'est les lois morales qu'on est en train d'étudier en ce moment dans ces chapitres. Hein. La révélation de notre nature, ça veut dire qu'on a un esprit en nous, hein, de nos destinées, que cet esprit survit après ce qu'on appelle la mort, et puis qu'il n'emmène rien de matériel, mais qu'il emmènera uniquement ses acquis intellectuels et moraux. Hein. À partir du moment où on comprend ça, où l'être humain il comprend ça, là forcément la réflexion même de l'homme intelligent, il se dira punaise, mais effectivement, dans ce cas-là, mon intérêt à moi, c'est pas d'accumuler de l'argent sur le dos des autres pendant cette vie, puisque de toute façon, je vais être obligé de le laisser là le jour où je m'en irai. Et en plus, quand je m'en irai, j'en aurai gros sur la conscience. Hein, je risque de me retrouver dans une situation difficile. Donc, c'est pas dans mon intérêt. Vous voyez, le raisonnement qui fait que, avec ces éléments-là, l'intelligence, l'évolution intellectuelle aidera
à l'évolution morale. Voilà. Et elle aide déjà aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait cette démarche, hein, en se disant, qu'est-ce qui est vraiment dans mon intérêt? Ben, ce n'est pas le temporaire d'une seule vie sur la Terre, hein. Ce sont les valeurs immortelles qu'on conserve avec le temps, y compris après la mort. Voilà. Et donc, vous voyez, alors ça peut paraître un peu prétentieux, hein, de dire que il dit la philosophie des esprits, vous voyez, il ne dit pas le spiritisme. Donc, quand il parle de la philosophie des esprits, ben, Léon Denis, en fait, il était très ouvert à tout ce qui était spiritualiste, mais spiritualiste rationnel, pas le spiritualisme dogmatique. Parce que, bon, encore l'étude qu'on a fait hier montre que quand il parle du catholicisme, quand il liste toutes les erreurs qui ont été commises par les représentants du catholicisme dans le monde, parce qu'elles étaient loin de la base morale pure que nous avait laissée Jésus, hein. Et que donc, voilà, c'est pour ça qu'il parle de philosophie des esprits, hein, de spiritualisme, il ne parle pas de religion, hein. Le mot religion, il est réducteur, surtout dans notre société européenne. Voilà. Alors on continue. On se réécrira peut-être à cette pensée, croire que le spiritisme, si dédaigné, peut influer sur la vie des peuples, faciliter la solution des questions sociales, cela est si loin des vues du jour. Et ça l'est encore aujourd'hui, vous êtes bien d'accord? Vous voyez, là on est 17, donc c'est fantastique, hein, mais 17 sur quoi? Sur 66 millions de Français, ou encore plus dans le monde, on est quand même encore une minorité. Mais là aussi, il faut pas se tromper parce que, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui suivent le même genre de pensée sans le savoir, sans être spirit, si vous voulez, hein. Donc, ce mouvement, il se fait quand même, hein. Mais effectivement, dans le sens d'apporter des arguments factuels, rationnels sur toutes ces questions, le spiritisme a quand même une place de choix, hein, parce que le spiritisme enseigne, il n'impose rien, il propose des choses au bon sens et à la logique des personnes, et puis ensuite les personnes, elles prennent ou elles prennent pas selon leur libre arbitre. Vous voyez, c'est pas uniquement des opinions personnelles ou des recherches métaphysiques ou autres, c'est vraiment basé sur des faits. Voilà. Et puis petit à petit, on avance, hein. La science elle-même, elle passe dans un paradigme spiritualiste, hein, comme je vous l'avais montré avec ce manifeste pour une science post-matérialiste, hein, qui acquiert maintenant de plus en plus d'adeptes. Et je ne sais pas si vous avez pu voir aussi récemment, il y a un des plus grands physiciens français qui s'appelle Philippe Guillemant. Alors il peut paraître un peu excentrique, mais bon, c'est quand même un physicien profondément reconnu dans le milieu de la physique. Et aujourd'hui, il s'affirme vraiment clairement spiritualiste, hein. Voilà. Et donc, petit à petit, on y arrive. Et puis, c'est ce que disait Kardec. Il dit, il y en a beaucoup encore qui résistent, mais quand vraiment la majorité, enfin, quand on aura avancé, les derniers qui résistent, ils diront, ah ben non, ben c'est bien sûr. Vous voyez, c'est ça qui fera basculer le reste. On n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche. Voilà. Alors il continue en disant, cependant, pour peu qu'on y réfléchisse, on sera forcé de reconnaître que les opinions et les croyances ont une influence considérable sur la forme des sociétés. Et c'est vrai, donc les opinions et les croyances, on dit, de la population, donc les nôtres, hein, c'est pour ça qu'il faut se faire entendre. Pas avec violence, mais avec douceur et persuasion. Il continue, la société occidentale du Moyen-Âge était l'image fidèle des conceptions catholiques. La société moderne, sous l'inspiration du matérialisme, ne voit guère dans l'univers que la lutte des êtres, lutte ardente dans laquelle tous les appétits, tous les instincts sont déchaînés. C'est bien ça, hein? Elle tend à faire du monde actuel la formidable et aveugle machine qui broie les existences, dans laquelle l'individu n'est qu'un rouage infime et passager, sorti du néant pour y bientôt rentrer. Avec cette notion de la vie, tout sentiment de véritable solidarité disparaît. Vous voyez? Donc, on en est où aujourd'hui?
Bon, là, formidable et aveugle machine qui broie des existences dans laquelle l'individu n'est qu'un rouage. Bon, ça nous fait penser au film de Charlot, là, hein, avec sa clé à molette qui passe entre les roues dentées d'une grosse machine, hein. Mais Hein, les Charles, rouages. si je peux me permettre, enfin, comme j'aime Oui, bien le dire quand tu fais l'étude de après la mesure, toutes ces phrases, c'est toujours du concentré. Donc il faut se rappeler au moment où a été écrit ce livre, Après la mort. Et en fait, là, il traduit ce qu'il y avait en son temps. C'était la lutte entre les théories capitalistes libérales et le système socialiste communiste. Et la grande idée du moment où il écrivait le livre, c'était de dire l'homme n'est qu'une machine comme les autres et il faut, il faut l'entretenir et optimiser son rendement. Ça vient de là, ces phrases. ouais. C'est où l'homme n'était pas une entité spirituelle, c'était une machine où il fallait améliorer le rendement. Un pion, un numéro, quoi. Hein. La grande idée du capitalisme à cette époque, c'était ça. Mais donc Alors, là, on est dans une étude du spiritisme, que ce soit un système économique ou un autre, un système social ou un autre, globalement, enfin c'est pas globalement, il n'y en a aucun qui a marché durablement. Donc la voie, elle est ailleurs dans l'éveil spirituel. et donc, j'aime bien quand tu utilises l'imparfait. Hein. Et donc, ça prouve bien que en un siècle, hein, entre 1920 et 2020, il y a quand même eu du progrès. On n'en est quand même plus là au même degré que ce que c'était il y a 100 ans. Hein. Oui. Oui, les améliorations ont été énormes. Et comme tu le disais, maintenant, avec tout ce qui est le name and shame, toutes ces choses, les choses se savent à la fin et les scandales éclatent, comme tu l'as dit, les choses bougent. Alors, on n'est pas du tout dans un monde idéal, on est plutôt dans un monde de transition où on voit le meilleur et le pire. Hein, voilà, bon, ça existe encore, malheureusement. Et oui. Et le pire, c'est juste, il le faut de temps en temps justement pour parfaire cette prise de conscience et puis pour secouer, pour éveiller les gens. Hein, c'est ce qu'on dit toujours, le petit aiguillon, hein, stimulateur qui est nécessaire pour qu'on sorte de notre train-train quotidien. Oui, l'exemple récurrent dans les études en ce moment, le Covid, sans déraper dans du politique ou de l'économique, le- prenons un exemple concret. En France, le président n'était pas d'orientation du tout à dire qu'il allait développer les hôpitaux et regarder les aspects sociaux. Maintenant, il ne pourra plus dire on va réduire le budget des hôpitaux. Donc, le personnel soignant et tous les gens qui font du lien social, tous ces petits métiers entre guillemets, on ne pourra plus dire on va encore leur baisser le salaire et les considérer comme des machines à nettoyer par terre et à donner à manger à nos aînés. Ça va être une avancée positive. Ouais, ouais, exactement. Donc, vous voyez, c'est lent, ça met du temps, mais on y arrive. Là, en lisant ces choses-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, dire et afficher ça, ce serait extrêmement mal vu aujourd'hui. Hein. Je pense que tout le monde se révolterait contre une conception comme ça, alors qu'à l'époque de Léon Denis, c'était encore quelque chose, je dirais, qui était au centre de ce qui se faisait, hein, de ce système néo-capitaliste, matérialiste, etc. Et aujourd'hui, cet éveil spirituel, il se fait. Hein. C'est l'intuition, c'est les idées innées des personnes, ce sont comment dire, les, les phénomènes de mort imminente, de médiumnité et autres, qui secouent de plus en plus de gens et qui font que 2 tiers de la population aujourd'hui est déjà spiritualiste. Voyez. Donc celui qui a des idées spiritualistes, il n'acceptera pas une conception purement mécanique des choses. Voilà. Alors on va continuer. Comme le point de vue change, dès que l'idéal nouveau vient éclairer notre esprit, régler notre conduite, riche ou pauvre, convaincu que cette vie n'est qu'un anneau isolé de la chaîne de nos existences, un moyen d'épuration et de progrès, nous attacherons moins d'importance aux intérêts du présent. Voyez. Donc c'est cette vision spiritualiste
de l'esprit qui préexiste, qui se réincarne, qui se désincarne, et que cette vie, c'est que une courte étape dans tout cet ensemble. Et donc, c'est là, on attachera moins d'importance aux intérêts du présent. Dès qu'il sera établi que chaque être humain doit renaître bien des fois en ce monde, passer par toutes les conditions sociales, les existences obscures et douloureuses étant de beaucoup les plus nombreuses, et la richesse mal employée entraînant d'accablantes responsabilités dans le monde spirituel, on s'entend, même déjà ici, tout homme comprendra qu'en travaillant à l'amélioration du sort des humbles, des petits, des déshérités, il travaille pour lui-même, puisqu'il lui faudra revenir sur terre et qu'il a 9 chances sur 10 d'y renaître pauvre. Il n'y a rien à commenter, quoi. C'est tellement clair. Hein. Et si on veut vraiment prendre le mal par la racine, Léon Denis l'avait bien vu. C'est par là qu'il faut passer, quoi. Il faut essayer de transformer, de faire de sorte qu'il y ait de plus en plus de spiritualistes, que de plus en plus soit de personnes soient conscientes de cette situation. Et donc, c'est l'intelligence, après, qui lui fera comprendre à chacun où est son véritable intérêt. Et c'est en travaillant pour les autres qu'on travaille pour soi, hein, comme il le dit très très bien ici, quoi. Voilà. En travaillant à l'amélioration du sort des humbles, des petits, des déshérités, on travaille pour soi-même. Il faudrait qu'on reprenne des phrases comme ça ou des paragraphes comme ça, hein, pour les balancer de temps en temps sur les Facebook ou autres, les réseaux sociaux, pour les divulguer, parce que c'est vraiment très très beau, très très profond. Voilà. J'espère que je suis en train de vous donner envie de lire Léon Denis. Alors, en attendant les livres, vous pouvez toujours tout télécharger gratuitement sur l'encyclopédie Spirit, bien sûr. Hein, tous les livres sont là-bas. Mais bientôt, on pourra aussi avoir le confort de pouvoir les lire dans un livre imprimé. Voilà. Grâce à cette révélation, la fraternité et la solidarité s'imposent. Hein. Les privilèges, les faveurs, les titres perdent leur raison d'être. La noblesse des actes et des pensées remplace celle des parchemins. Ainsi envisagée, la question sociale changerait d'aspect. Les concessions entre classes deviendraient faciles et l'on verrait cesser tout antagonisme entre le capital et le travail. La vérité étant connue, on comprendrait que les intérêts des uns sont les intérêts de tous et que nul ne doit être la proie des autres. De là la justice dans la répartition, et avec la justice, au lieu de rivalité haineuse, une mutuelle confiance, l'estime et l'affection réciproque, en un mot, la réalisation de la loi de fraternité devenue la seule règle entre les hommes. C'est pareil, je ne vois pas ce que je pourrais commenter de plus par rapport à des textes aussi limpides que ceux de notre grand frère Léon Denis. Oui, Charles, je voudrais dire juste un petit mot à ce propos, à propos du capital et du travail. En fait, on voit aujourd'hui de plus en plus de petits patrons qui travaillent seuls ou avec un employé. Et donc, eh bien, l'un et l'autre mettent la main à la pâte. C'est-à-dire qu'il y a plus, beaucoup moins en tout cas, ce capital où en fait, qui embaucherait d'autres personnes, sauf dans les grandes entreprises. Mais il y a beaucoup de petits artisans qui travaillent seuls, qui sont leurs propres patrons. Et du coup, le capital et le travail sont mêlés. Et je trouve que c'est bien aussi, ça rend chacun peut-être responsable de ses actes vis-à-vis du client. Et puis quand on travaille, on ne le fait jamais que pour le client, on le fait pour soi, on le fait aussi pour Dieu. Donc ça rend les gens responsables vis-à-vis du client, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de Dieu. C'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice global, quoi. Hein? Voilà, la situation de celui du rentier, entre guillemets, hein, qui vit uniquement de la spéculation et tout ça. Ça, ce sont justement les systèmes qui aujourd'hui nous retardent le plus, quoi. C'est toute cette spéculation financière, c'est quand on voit
dans les entreprises, par exemple, ben, comme celle où je travaille encore pour l'instant, ben, ils font le premier, un des critères les plus importants, c'est la trésorerie. Et la trésorerie, c'est extrêmement important que l'argent soit le plus liquide possible à la disposition des actionnaires. Voyez. Donc, résultat, les entreprises sont fragilisées, elles ont plus de stock. Hein. Donc, dès que vous avez vu avec le confinement, avec la production de certaines pièces, par exemple pour l'automobile en Chine, ben les entreprises automobiles en Europe, elles ont tout arrêté et au bout d'une semaine, ben, il n'y avait plus rien. Si les pièces, elles arrivent au fur et à mesure. Donc une fois que tout ce qui était sur les bateaux et dans les camions est arrivé et monté, ben, après, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de réserve. Et ce sont toutes ces choses-là qu'il faut maintenant effectivement remettre en cause et de dire, ben, avant tout, il faut que ça serve à la société, à l'humain, hein, et pas uniquement à des spéculateurs ou à des boursicoteurs ou autres. Ça va mettre encore du temps, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de systèmes qui sont basés là-dessus. Et donc, avec cette grosse crise qui se profile suite à cette pandémie, c'est là où il faudra effectivement réfléchir pour dire, bon, cette pandémie est arrivée, ça peut arriver à tout moment. Il sera impensable de ne pas donner la priorité à la santé des personnes plutôt et de la donner plutôt à l'économie. Hein. Bien que j'ai regardé Euronews ce matin vite fait, il y a des manifestations partout en Europe contre le confinement. Hein. Donc, vous voyez, il y a encore des gens qui disent ben, l'économie d'abord et puis ben, l'être humain ou les personnes, s'il y a plus de personnes qui meurent après, mais c'est une minorité. Hein. Ça ne passe pas, ça passe plus. C'est-à-dire, on a déjà atteint, là, je l'espère du moins, un point de non-retour. Et ça, il faudra travailler profondément à ce que ça influence tout ce système financier qui, s'il veut survivre, il doit être équitable. Hein. Et donc, les réflexions, elles existent déjà sur ce sujet depuis longtemps, mais maintenant, on arrive à des situations alors je dis grâce, vous voyez, à cette pandémie, qui va accélérer le mouvement et les changements, du moins on l'espère, dans ce sens. Et si ce ne sera pas encore fait après cette pandémie, ben, probablement il y en aura d'autres qui vont venir, et puis petit à petit, ça se fera parce que c'est inéluctable. Et c'est effectivement la réalisation de la loi de fraternité, voilà. Donc le patron de la petite entreprise et puis son ouvrier, ben, ce sont des frères. Le patron de la grande entreprise et puis le balayeur, pareil, on est tous des frères. On est réincarné aujourd'hui comme ça, on peut très bien demain se réincarner dans des positions opposées. Voilà. Et c'est ça le grand stimulateur de ce changement. Alors le temps avance, on va quand même un petit peu parler des femmes. Je vous laisse terminer de lire, hein. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour et puis que Léon Denis résume vraiment très très bien. Il a bien résumé les causes profondes qui sont toujours encore extrêmement vraies aujourd'hui. Voilà. Alors, on va passer un petit peu aussi à l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Donc, encore une fois, hein, cette question sociale concerne aussi la femme, à laquelle il serait équitable de donner, avec l'exercice de ses droits naturels, une situation digne d'elle, si l'on veut voir la famille plus forte, plus morale, plus unie. Là, on parle de la famille humaine, hein, ça peut être aussi des familles dans le sens commun du terme. Hein. Et l'homme et la femme sont effectivement égaux devant Dieu, comme on l'a vu, elles ont le même droit. Hein. L'infériorité dans la femme dans certains pays est due à l'empire injuste et cruel que l'homme a pris sur elle. L'empire injuste et cruel. Ce sont des mots assez durs. Hein. C'est un résultat des institutions sociales et l'abus de la force sur la faiblesse. Voyez. Chez les hommes peu avancés, au point de vue moral, la force fait le droit. Voilà, c'est
des sociétés dans lesquelles c'était encore la loi du plus fort. Et ça, bien sûr, c'était chez l'homme préhistorique ou ailleurs, mais aujourd'hui, de moins en moins. Aujourd'hui, on en est encore à celle du plus riche, mais là aussi, on voit que c'est de moins en moins le cas. Voilà. Remarquons cependant que la constitution physique plus faible de la femme par rapport à l'homme a pour but de lui assigner des fonctions particulières. L'homme est pour les travaux rudes, comme étant plus fort, la femme pour les travaux doux, et tous les deux peuvent s'entraîner à passer les épreuves d'une vie pleine d'amertume. Alors ça, on peut même le relativiser, hein, parce que la force physique, c'est pas le privilège de l'homme. Hein. Vous avez des femmes aussi qui ont la force physique, hein, donc c'est pas, c'est, je dirais quelque part c'est pas, il faut pas voir ça comme étant une règle générale. Hein. Il y aura toujours des exceptions. Voilà. Et donc Dieu a approprié l'organisation de chacun d'eux aux fonctions qu'il doit accomplir. S'il a donné à la femme une moins grande force physique, il l'a douée en même temps d'une plus grande sensibilité en rapport avec la délicatesse des fonctions maternelles et la faiblesse donc des enfants, hein, des êtres confiés à ses soins. Et suite à ces enseignements, Kardec demande aux esprits supérieurs, une législation pour être juste doit-elle consacrer l'égalité des droits entre l'homme et la femme? Alors les esprits ont répondu, des droits oui, des fonctions non. Hein, c'est-à-dire les mêmes droits puisque ce sont les mêmes esprits. Et ensuite, au niveau des fonctions, ben, c'est sûr qu'il y aura, chacun pourra avoir une place attitrée, que l'homme s'occupe du dehors et la femme du dedans, chacun selon son aptitude. Alors pareil, vous voyez, ce sont des principes, il ne faut pas le prendre, faut pas généraliser, quoi. Hein. La loi humaine, pour être équitable, doit consacrer l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Vous voyez, tout privilège accordé à l'un ou à l'autre est contraire à la justice. Donc c'est vraiment très clair. L'émancipation de la femme suit le progrès de la civilisation. Vous voyez. Son asservissement, au contraire, marche avec la barbarie. Et l'argument, puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport. Voilà. La femme est un esprit réincarné, porteur d'un bagage considérable d'expérience dans ses archives périspritaux. Combien d'expériences aura-t-elle déjà vécues dans des corps masculins, hein, voyez. Et les esprits disent même, pour que l'esprit évolue, il faut qu'il se réincarne en homme et en femme, pour voir justement tous les aspects, vous voyez. Se réincarner que en homme ou se réincarner que en femme, ça permettra difficilement une évolution complète. Donc il faut vraiment passer par les deux, et pour voir justement, c'est ce qui permettra d'évoluer le plus vite. Voilà. Alors on va s'arrêter tout doucement puisqu'on arrive au bout du temps imparti. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou par rapport à ce qu'on vient de voir? Donc, pour résumer, les inégalités sociales, c'est créé par l'homme et puis c'est pas une loi naturelle. Et donc, la femme et l'homme doivent être égaux devant Dieu, hein, puisque ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent selon leur volonté dans l'un ou dans l'autre. Est-ce que c'est clair? Charles, un petit commentaire? Ah, ouais. Oui? Et il y a une colocation qui fait Divaldo Franco, quand Oui. il explique la différence entre l'homme et la femme, comme ça explique ici dans le texte. Et il explique aussi par rapport au développement de l'anime et de l'animo de l'esprit qu'on incarne dans le corps des hommes ou dans le corps des femmes. Oui. Et on peut voir comme exemple, par exemple, Jésus qu'on était dans la crucifié, qu'il disait pardonnez eux qui ne savent pas ce qu'ils font, Oui. ces enfants. Là, c'était l'anima. Et quand Jésus, par exemple, rentrait dans le temple et qui disait, qui critiquait les marchands et tout ça, là, c'était l'animo. D'accord. Ouais. Donc, Divaldo, en fait, c'est vrai que quand on rentre dans la psychologie,
on peut effectivement voir ces caractéristiques masculines ou féminines au sein d'un même esprit, quoi. Hein. Oui. Voilà. Et de le développement de l'esprit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les deux pour faire vraiment un esprit élevé. Il faut vraiment qu'il ait tous ces aspects-là travaillés et développés, quoi. Salah, tu voulais dire quelque chose? Ben, en fait, c'était juste pour dire que nous avions passé du temps principalement à parler des inégalités sociales, mais ce que tu viens de lire à l'écran, là, pour nous tous, est tout aussi important, là, ce que l'on vient de lire. J'invite tout le monde à le relire, quoi. Les inégalités hommes-femmes ne viennent pas de considérations spirituelles, c'est des inégalités dues à la force physique de l'homme qui a pris l'emprise sur entre guillemets, le plus faible, enfin le moins fort. Et puis, ce que l'on vient de lire mérite d'être lu, quoi. L'avancée de l'égalité homme-femme fait partie de l'évolution humaine en cours. Hein. Alors, tu as cité des exemples ailleurs tout à l'heure, mais moi j'ai en tête, enfin je suis comme tout le monde, des fois j'écoute les informations. Il y a encore des questions aujourd'hui dans notre pays, en France, pour améliorer ça, notamment au niveau des salaires. Donc, ce qui vient d'être lu là, si les gens le découvrent, il faut quand même le relire, c'est important ce qu'on vient de lire. L'inégalité ne vient pas d'un a priori où Dieu ou je ne sais qui aurait dit ou quoi, c'est l'homme qui a le pouvoir. Non, c'est juste une emprise physique sur celui qui était moins fort. Un exemple que j'aime à dire, c'est des animaux entre eux où c'est la femme la femelle qui est plus forte que le mâle, ben, elle le mange. Donc voyons ça avec recul en se disant mais c'est juste une considération animale où le plus fort prend l'emprise. On peut imaginer que dans l'autre sens, si c'était la femme qui avait été plus forte physiquement, bah, c'est pareil, il se serait passé la même chose. Donc le but est de s'affranchir de ce considération physique pour avoir une égalité d'esprit et de droit. Bon, on l'a dit très rapidement là, mais je pense que quelqu'un qui lit ça pour la première fois peut être choqué, donc ça mériterait d'être relu et discuté. Oui, Parce qu'on pense que l'on privilégie le traitement des inégalités sociales au détriment des inégalités hommes-femmes. Mais c'est la même nature, c'est l'égoïsme et l'avidité de certains fait qu'on utilise les autres, que ce soit un ouvrier ou quelqu'un qui est moins fort physiquement. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ça là, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, je suis entièrement d'accord. Et moi, j'aime à dire, j'ai une petite phrase pour ça, c'est que je dis toujours, le plus fort abuse toujours et systématiquement sur le plus faible. Alors, toujours et systématiquement, s'il n'y a pas les... ça, je peux te le démontrer, Charles. J'ai bien réfléchi. Le systématique, par exemple, imagine, on sait maintenant sur ton avant-bras, par exemple, qu'il y a plein de vies, des microbes, des machins. Quand tu passes ta main dessus, tu fais quoi? Tu massacres de la vie. Dans le bouddhisme, c'est ça aussi. Il faut respecter, quelle que soit la forme de vie, il faut la respecter. Alors, je corrige juste un petit peu, Michel. Il faut quand même se laver les mains pour éviter la transmission du Covid. Hein. Absolument. Donc, celui-là, il faut quand même le tuer, malheureusement, mais c'est ça. Hein. Voilà. Je suis d'accord, mais on n'a pas trop le choix, là. Oui. Mais après, je dirais, à partir du moment où il y a l'évolution morale qui se fait, le plus fort, il aidera le plus faible, tu vois. Et puis, on voit quand même beaucoup d'exemples qui vont déjà dans ce sens aujourd'hui. Ben oui, heureusement, hein, parce que sinon, on serait Vous avez la personne âgée avec son sac lourd, et puis il y a quelqu'un de plus jeune qui vient et qui lui propose de porter son sac. On le voit, hein, ça arrive. Ça arrive, oui. C'est pas encore aussi généralisé que ça devrait, mais on avance quand même sur la bonne voie. Charles, je crois
Charles, oui, Marie-Antoinette. Je crois qu'en tant que femme, je dois quand même un peu me manifester. Oui. Donc, je voudrais remercier Salah aussi pour ses très bonnes interventions à ce sujet. Donc, pour moi, il n'y a pas le problème homme-femme. Chacun son rôle et tout irait bien, tout ira bien. Mais il faut faire attention. Quand on dit le plus fort, évidemment, l'homme a la force physique. Très souvent, il y a aussi des femmes qui sont chauffeurs routiers. Hein. Mais dans l'ensemble, bien sûr, la force physique est du côté masculin. Mais la femme, attention, a peut-être plus de pouvoir qu'on ne pense. Et dans l'histoire, tout au long de l'histoire, les femmes ont joué un rôle très important. Hein. Elles ont eu souvent le pouvoir, mais discrètement. Et c'est l'homme qui prenait la décision, mais souvent la femme. Je me souviens de quelque chose de très simple. J'ai été élevée dans mes parents, ils s'entendaient bien. Et pour nous, papa avait le pouvoir. Mais en réalité, en prenant de l'âge, nous avons découvert que non, c'était souvent maman qui avait le pouvoir. Voilà, ça résume un peu ce qui s'est passé dans les sociétés antérieures et puis actuellement encore. Bien sûr, il y a des cas particuliers, beaucoup de cas particuliers, beaucoup de choses à dire puisque effectivement, la femme est payée moins souvent en faisant le même travail. La femme est moins bien payée. Mais toutes ces choses doivent évoluer et évolueront encore. Et pour moi, chacun son rôle et tout ira bien. Voilà. C'est un peu le résumé de ce que je pense en tant que femme. Marie-Antoinette, c'est très bien ce que tu dis. Je vais continuer encore un peu sans trop déborder. Il y a une phrase qui me choque toujours quand on entend, qu'on a entendu historiquement. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme ou je ne sais plus très bien la fin de la phrase, ou une femme de forte influence. Mais c'est horrible de parler comme ça. Ce que nous disent, donc l'intention, voilà, on va en retenir l'intention positive. Ce que nous disent les écrits spirites, c'est que c'est quand même lorsque l'esprit l'esprit. Alors je vais pas le dire très bien, mais je vais essayer de le dire. C'est quand l'esprit est dans une incarnation féminine qu'il influence le plus et la société. Pour le bien commun, déjà pour la famille, c'est la femme qui s'occupe normalement des enfants, et si on l'étend à la société, qui fait les changements. C'est quand l'esprit est dans une dominante féminine qu'il fait évoluer plus en profondeur, on va dire, les choses. C'est certainement vrai, oui, je le ressens. Je le ressens ce que tu dis, oui. Mais comme tout va bien, puisque les hommes seront incarnés en femmes et nous, on sera incarnés en masculin. Donc, au long des existences, on pourra expérimenter tous les rôles et faire avancer tout ça. Voilà. On a déjà eu des incarnations, excusez-moi, bonjour à tous. On a déjà eu des incarnations hommes et femmes pendant, je ne sais pas, des dizaines de fois. Mais je pense que dans notre société, l'instruction des filles, l'éducation morale des enfants, qui passe surtout pour les femmes, par les femmes, elle est très importante. Quand on éduque l'enfant, le garçon, à regarder les filles comme un objet, là c'est un problème. Quand on laisse l'enfant rentrer de l'école avec des propos un peu machistes ou même xénophobes, et ça, c'est un problème. C'est l'éducation qui doit changer tout cela. Quand les femmes ont commencé à étudier et à s'instruire, on voit bien dans toutes les sociétés que quand les femmes vont à l'école, qui ont l'opportunité de s'instruire, la société, elle s'améliore parce qu'elle devient un peu plus juste, un peu plus nuanceux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant des siècles et des siècles, toutes les religions, elles ont mis la femme comme un objet, comme un soumis à l'homme, inférieur à l'homme, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la juive. Toutes les religions, pratiquement, disent que la femme, le rôle de la femme, c'est rester à la maison, c'est être soumise à l'autorité de l'homme. Et c'est quand cette emprise de la religion a diminué, là, la femme a commencé à se montrer un peu plus.
Là, elle a commencé à pouvoir. Et on voit ça en Afrique, quand les filles peuvent y aller à l'école, comment la société, elle change. Il y a des garçons, et heureusement, parce qu'il y a des esprits plus qui regardent plus loin dans la société, des garçons qui veulent aussi ces changements pour les filles, parce qu'ils ont compris que ce sont des esprits, peut-être des filles qui ont passé des incarnations et qui deviennent aujourd'hui dans un corps d'homme, mais qui se rendent compte combien c'est important que la société elle puisse avoir les deux, hein, autant l'homme que la femme. À partir du moment où on commence à instruire les filles, éduquer les garçons, avoir le respect pour les filles, il dit ce que tu fais à ta copine à l'école, ta soeur elle va subir la même chose. C'est pas possible que dans une société encore aujourd'hui, autant de femmes soient touchées, autant de femmes soient harcelées sexuellement ou verbalement. C'est incroyable encore. Ça c'est un sujet qui me touche parce que je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ait une société tellement intellectuellement évoluée et moralement encore dans ces sujets-là, tellement barbare. Les filles à Paris, elles ne peuvent pas sortir, même pas un jour, même que ce soit de longs jours. Elles sont appelées, excuse-moi, des mots que c'est pas possible. Cette éducation-là, elle doit se faire. Elle doit se faire absolument. Et c'est là, ce sont des filles qui vont nous aider. Il y a encore plein de femmes qui meurent tous les ans, et on voit bien ici, parce qu'elles sont tuées par les compagnons. C'est un sujet très large, c'est un sujet très grave. Il y a dans les écoles encore, dans l'instruction publique encore, partout. C'est vrai, c'est vrai. Alors, oui. Je voudrais seulement dire que j'ai été enseignante. Et effectivement, elle a parfaitement raison, l'éducation. Mais je dis qu'à mon niveau, très simplement, j'ai toujours veillé à ça. Et j'ai essayé de jouer mon rôle en expliquant souvent aux garçons et en expliquant aux filles. J'ai fait ma petite part très humblement dans mon coin et je cautionne absolument ce qui vient d'être dit. L'éducation très importante aussi. Je voudrais dire quelque chose. Ce qui aplanit l'excès de différence entre tous les humains, c'est le partage, c'est le respect et c'est la bienveillance. Oui, absolument. Oui. Alors, je suis en train de regarder aussi le chat. Alors, on a dépassé déjà d'un quart d'heure. Je pense que l'estomac de nos amis réunionnais doit commencer un petit peu à gargouiller puisqu'il est midi chez eux. Non, ça va, Charles, hein, t'inquiète. Hein. D'accord. Je voulais juste peut-être aussi remercier les esprits pour ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui et puis d'avoir tous ces débats extrêmement instructifs. De rester positif, de voir qu'effectivement, on a tous les éléments de compréhension qui nous permettent d'avancer, de continuer à avancer dans le bon sens, d'essayer même d'avancer plus vite pour aplanir tous ces problèmes et puis les résoudre, même si ça prendra encore un peu de temps parce que tout le monde n'a pas encore tous ces éléments. Mais c'est notre but de les diffuser le plus possible pour que après automatiquement le changement se fasse par la compréhension, par l'intelligence et sans avoir besoin de violence ou de choses comme ça. Voilà. J'ai vu aussi que Jackie, notamment, il dit qu'il y a pas mal de coupures. Alors, moi, je suis peut-être un peu mal placé pour le voir, puisque j'ai entendu pratiquement aucune coupure, mais j'ai remarqué aussi que dans un des enregistrements qu'on a fait, il y avait pas mal de coupures. Alors, effectivement, je crois qu'on touche un petit peu à la limite de l'outil informatique. On va essayer de réfléchir à en prendre un autre, parce que là, vous voyez, on est 18 sur la limite de 25, on commence déjà à flirter avec elle. Et ça, c'est très bien, donc ça nous oblige à nous remettre en cause et à trouver des solutions qui nous permettront d'avoir une meilleure qualité. Est-ce que vous avez tous entendu des coupures ou est-ce que c'était seulement Jackie? Non, ça, chez moi, ça a été. Non, pas chez nous, à La Réunion, c'est super. Il y a des coupures. Vraiment super. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc c'est peut-être lié à l'outil.
peut-être chez moi, peut-être parce que je suis en Wi-Fi, peut-être qu'en filaire, ça marcherait mieux. Il faut que j'essaye la prochaine fois à ce moment-là. Ça vient peut-être de mon système, de mon réseau. Hein. Oui, enfin, nous, on a eu pareil une chance inouïe. On nous a installé la fibre il y a 3-4 mois, quoi, juste avant le problème. Et puis, depuis qu'on a la fibre, en plus, donc j'ai mis des câbles pour aller directement à la box. Donc là, voilà. Vraiment, ça fait depuis, même pendant toute cette pandémie, il n'y a jamais eu de problème de connexion. Hein. Ça passe vraiment très très bien. Mais cela dit, c'est vrai que tous ces systèmes Skype et même tous les autres, hein, on a vu les conférences de Divaldo sur Facebook. À un moment donné, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient connectées. Mais Facebook, il y avait des ratés. Hein. Et là, c'était clairement le système Facebook qui suivait plus. Ah, Donc, Charles, je peux oui. te couper. La conférence de Divaldo qui devait être traduite en simultané, j'ai pas été voir sur le site si elle avait Si, été ça mise. y est. J'ai regardé. Attendez, je vais ressortir le lien puis je vais vous l'envoyer. Donc, c'est en différé avec avec la traduction dedans, ce coup-là. Très bien. Oui, alors il y a le Wi-Fi et le 4G, mais surtout, moi, enfin, ce qui, là aussi, il y a eu un grand changement, c'est que j'ai mis un câble. Hein. J'ai passé le câble dans la cave directement à la box. Et donc là, c'est 1 mégabit, quoi. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Eh ben, écoutez, en tout cas, je suis vraiment très content parce qu'aujourd'hui, ça a été très riche dans les échanges et tout. C'était très dynamique et c'est ça qui fait l'intérêt des choses. Il ne faut pas non plus que ce soit toujours qu'un monologue. Donc, je vous remercie à tous infiniment d'avoir participé. On était quand même 18 aujourd'hui. C'est assez fantastique. Hein. Et voilà, j'espère que tout ce qu'on a pu échanger aujourd'hui, ça vous fait du bien, ça vous aide à réfléchir et ça vous aide à avancer. Voilà. Pour notre part, Charles, merci beaucoup pour ta générosité et tout ton savoir que tu dispenses. Nous, on est très satisfaits. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. C'est pas mon savoir. Hein. Moi, j'ai juste appris ce que disaient Kardec et Denis, et puis voilà. Modeste, il est trop modeste. Hein. Il est trop modeste. Il vaut mieux. Oui. Merci, Charles. Je vous en prie, merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Excellent dimanche. Merci à tous. Bon dimanche à tous. À bientôt. Bon week-end, au revoir. Merci Charles, à bientôt. Bon week-end. À bientôt. Merci Charles. Charles, s'il te plaît, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Hier soir, il y a eu l'étude sur Léon Denis, c'est ça? Oui. Oui. J'aurais bien voulu participer, mais comme je n'ai pas les dates, est-ce qu'il est possible d'avoir les dates pour participer à vos réunions? Si, c'est un samedi sur 2. Alors attends, tu vas sur Léon, je vais te le mettre là. léondenis.org. Voilà, et puis là, quand tu regardes sur le site, il y a le programme. Attends, je vais même vous le mettre. Le programme, ce sera encore plus simple. Alors, c'est là. Voilà, hop. Voilà le programme. En fait, c'est pratiquement quasi régulièrement, une fois tous les 15 jours. D'accord. Je te remercie beaucoup. Voilà, merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Bon dimanche. Merci, par exemple. Bon dimanche. Bon dimanche, Marcia. Au revoir, ma belle. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, au revoir. Merci infiniment, Charles.